Alors, pour cette première vidéo dans laquelle je vais comparer donc une fiction avec une histoire vraie, je vais prendre un très gros risque, puisque en effet, La Maison des Mille Morts fait des références à plusieurs tueurs en série qui ont effectivement existé, je vais en reparler, mais la famille que je vais comparer avec la famille du film, j'ai rien vu en fait qui comparait ces deux histoires, donc c'est-à-dire l'histoire de la famille Bender et la Maison des Mille Morts. Je n'ai rien trouvé, mais personnellement, je trouve qu'il y a quand même de très grosses ressemblances. Donc, je vais essayer de vous donner un peu mon avis sur cette possibilité. Et bah, j'espère que vous serez d'accord avec moi, ou pas du tout. Je vais me faire peut-être déglinguer en commentaire en me disant « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Donc, bah, on va tenter ça. Par contre, je précise une chose. Alors oui, il s'agit d'un film d'horreur et d'une famille de criminels. Mais mon but ici n'est pas de comparer genre les méthodes de torture ou ce genre de choses. Donc je vais essayer de faire vraiment le plus soft possible. Déjà, on est sur YouTube. Et mon but, c'est pas de vous choquer à vie et tout ça. Donc évidemment, je vais parler de crime, je vais parler de meurtre. C'est quand même logique, j'ai pas vraiment le choix. Mais il n'y aura pas d'images choquantes et je vais faire en sorte que mes propos soient le plus soft possible. Mais si malgré tout vous êtes quand même très sensible, je vous conseille quand même d'éviter cette vidéo. Mais sinon, ça va être quand même assez soft, rassurez-vous là-dessus. Donc, c'est parti. Ça tourne. Et avant que la vidéo ne commence réellement, donc comme je viens de le montrer, vous pouvez vous abonner, liker, activer la cloche, mais vous pouvez aussi me suivre depuis peu sur Twitch. J'essaie d'être active 2 fois par semaine, donc n'hésitez pas à me suivre dessus. Il y aura le lien dans la barre de description et cette fois on est vraiment parti. Alors pour vous présenter rapidement le film d'abord, il s'agit d'un film de 2003 de Rob Zombie, son premier film d'ailleurs, donc La Maison des Mille Morts, et l'histoire se passe le 31 octobre 1977. Bon, sur la base, ça reste un film d'horreur très classique. Deux jeunes couples, le soir d'Halloween, décident de se rendre sur les traces d'un tueur en série. Ils ont un accident et ils sont secourus et remorqués par la famille Fireflies. Le temps de donc réparer la voiture, ils vont rester chez eux et évidemment c'est une famille de psychopathes et ils vont massacrer les deux jeunes couples. En gros, c'est ça. Bon, j'ai peut-être un petit peu trop résumé là quand même. Donc parlons du plus intéressant, la famille des tueurs. On a tout d'abord la mère, donc on ne connaît pas le nom, hein, c'est juste la maman quoi, qui vit seule avec ses 4 enfants qui sont Tiny, Rufus, Otis et sa seule fille, Baby. Les deux plus importants, c'est Otis et Baby. Les deux autres, on les voit vraiment à peine. En plus, Tiny il ne parle pas. Rufus, il doit avoir 2 répliques. Donc, bon, en vrai, les importants, c'est Otis et Baby. Au tout début du film, on voit un clown. Et en fait, on apprend plus tard, en fait, quasiment dans le film suivant, c'est-à-dire The Devil's Rejects, que le clown est le père de Otis et Baby. Je ne sais pas réellement s'il est le père des autres enfants, c'est pas dit. Mais en tout cas, c'est le père d'Otis et Baby, ça c'est sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur les 4 que j'ai cités, c'est-à-dire la mère, le père qui est donc le capitaine Spaulding, et les 2 enfants Otis et Baby. Puisque de toute façon, dans la suite, c'est sur ces 4-là que l'histoire se centre. Il faut savoir qu'ils vivent dans une espèce de ranch qui a l'air vraiment paumé, qui fait aussi une espèce de casse-auto, il y a une partie un peu ferme, mais c'est vraiment mieux de nulle part. Donc l'une des questions que je me suis évidemment posée, puisqu'on les accuse d'énormément de meurtres, c'est comment les gens se retrouvent chez eux. Et c'est là qu'on va voir que le plan pour faire venir les gens est extrêmement bien ficelé. Pour vous l'expliquer, je vais me baser sur donc les 2 jeunes couples qu'on voit donc dans le film, puisqu'on ne voit pas comment les autres personnes ont pu être amenées précédemment
Orange, mais vu comme ça s'enchaîne extrêmement bien, je pense que c'est la technique qu'ils utilisent à chaque fois pour du coup ramener des gens Orange. Donc ce qui se passe, c'est que les jeunes vont à une petite station essence qui contient aussi une espèce de petit musée des horreurs et un petit train fantôme. Et tout cet endroit est géré donc par le capitaine Spaulding, le clown, qui est donc le père, comme je l'ai dit. Alors, c'est pas montré du tout, hein, mais je pense que une fois que les gens partent de la station essence, c'est le père qui prévient très certainement du coup le reste de sa famille que des gens vont probablement arriver, puisque peu après avoir repris la route, il tombe sur la très jolie Baby en train de faire du stop. C'est quoi ça? Autostoppeuse. On va pas s'inquiéter quand même. On va la laisser sous la pluie. Faites-la monter devant si vous tenez tellement à la prendre. Baby, c'est une charmante jeune blonde qui a l'air un petit peu naïve, un peu bébête, mais pas dangereuse quoi. Vraiment, elle a juste l'air un peu perchée dans son monde, mais ça fait un peu monde de bisounours quoi. Elle est toute mignonne, elle rigole tout le temps, elle sourit toujours. Donc honnêtement, elle n'est pas du tout inquiétante à prendre en stop. On se dit qu'il n'y a aucun risque à prendre cette blonde écervelée en stop. Et évidemment, comme elle connaît très bien la région vu qu'elle y habite, elle va guider les gens sur les traces du fameux tueur en série que les jeunes recherchent. Et sur cette route, en fait, ce qui se passe, c'est que l'un des frères de Baby est caché dans la forêt. Il tire une balle dans une des roues, ce qui fait croire que la roue a explosé, que donc ils ont eu un accident, enfin en tout cas ils peuvent plus démarrer. Et c'est une catastrophe. Et en discutant, Baby leur dit naturellement « Ah ça tombe bien, mon frère il a une dépanneuse !» Donc elle emmène une personne avec elle prévenir son frère, qui en réalité est déjà prévenu, puisque c'est lui qui a tiré sur la voiture. Et ensuite, pendant qu'elle s'amuse un petit peu avec la personne qu'elle a ramenée, son frère va donc effectivement récupérer la voiture et les 3 autres personnes. Mais ça se passe pendant la nuit, et en plus ce jour précis, il pleut. Donc évidemment, changer une roue comme ça avec pas beaucoup de lumière, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, ils sont gentils chez les Firefly, le temps que le frère répare la voiture, la maman leur a préparé un petit repas, ils font aussi un petit spectacle parce que c'est la nuit d'Halloween. Bref, ils sont quand même très bien accueillis. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de téléphone chez les Fireflies, et donc les jeunes ne peuvent pas prévenir leur famille de là où ils sont. Surtout qu'ils ne savent pas combien de temps les réparations vont durer. Et en 1977, il n'y avait pas de téléphone portable pour prévenir sa famille. Et de toute façon, vu à quel point le ranch est paumé, je pense que même s'ils avaient eu des portables, il n'y aurait pas eu de réseau. Donc ça ne change rien. Et donc une fois que les personnes qui ont été amenées par Baby dans le ranch y sont, ils l'ignorent, mais ils sont définitivement coincés. Et dans la maison des 1000 morts, les 4 jeunes là qui vont donc être tués, je suis désolée, je vous spoil un minimum, mais en même temps c'est un film d'horreur, donc vous vous doutez bien que les gens un peu neuneux qui arrivent vont forcément se faire tuer. Mais en fait ça va enchaîner des événements qui vont poser un petit souci à la famille Fireflies. Mais on va revenir sur ça après, je vais maintenant vous parler de la fameuse famille Bender. La famille Bender, qui n'a je pense rien à voir avec le robot de Futurama, est une petite famille de 4 personnes qui vivait au Kansas dans les années 1870, soit pile un siècle avant l'histoire du film de Rob Zombie. Coïncidence? Là par contre oui, je pense totalement, là je pense qu'il n'y a pas de lien. Comme je l'ai dit, la famille est composée de 4 personnes, le père, la mère, le plus vieux fils, qui a la particularité d'être un petit peu neuneux et un petit peu bizarre, mais un peu parfois comme Otis dans le film, et surtout plus intéressant, de la cadette, Kate, qui était une femme très très belle pour l'époque, et même honnêtement, je vais vous montrer des photos, mais moi je la trouve vraiment très belle. Et c'est marrant du coup que le dernier membre de la famille se trouve être une très belle jeune femme, puisque
Baby est une très belle jeune femme. Alors, ils ouvrent une auberge sur une route quand même fréquentée, mais au milieu de rien si vous voulez, c'est-à-dire que la route est très fréquentée, mais les bâtiments sont extrêmement espacés les uns des autres, ce qui fait qu'ils n'ont pas réellement de voisins à proprement parler, ce qui rappelle un peu forcément la petite station essence du Captain Spaulding. Alors au début bien sûr, les Bender ne tuent pas. Ils veulent se faire une petite réputation quand même, parce que si dès le début les gens qui viennent à leur auberge ne ressortent jamais, ils se seraient fait griller direct. Mais au bout d'un moment, ils vont forcément s'y mettre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Kate qui a tiré les victimes. Tout comme le fait Baby en fait, puisque Kate allait accueillir les voyageurs à l'entrée de l'auberge, Baby va faire du stop pour attraper les potentielles victimes. Toujours la belle jeune fille qui sert d'appât. Par contre, une fois les victimes dans leur filet, autant chez les Firefly, il va y avoir de la torture, des mises en scène violentes, etc. Autant chez les Bender, c'était très rapide. On va revenir sur ce détail en fin de vidéo. Au bout d'un moment, les Bender vont commettre une erreur qui, en fait, va faire une succession d'événements et ce sera fatal pour eux. En effet, les hommes qu'ils tuaient n'avaient pas vraiment d'amis ou de famille dans les coins, ils n'étaient pas forcément attendus quelque part, donc il faut dire que quand ces hommes disparaissaient, pas grand monde en réalité ne se posait de questions. Sauf qu'un jour ils vont tuer un homme, John, qui lui par contre s'avère être le meilleur ami du docteur de la ville la plus proche. Et ce docteur était parfaitement au courant de là où allait son ami. Le docteur va donc forcément remonter le chemin des ossages et toquer à toutes les portes à la recherche donc de John en demandant à chacun si ils l'ont vu passer ou non. Et personne ne semble avoir vu son ami John. Évidemment, il finit par aller toquer chez les Bender, Kate va lui ouvrir et lui dire qu'elle n'a pas vu John, mais qu'elle fait du spiritisme et qu'elle peut donc essayer de voir si elle voit quelque chose, si elle peut lui parler, s'il est mort, enfin bref, du spiritisme quoi. Donc l'homme fait l'erreur de sa vie et décide d'entrer pour écouter Kate et il va forcément se faire tuer. Mais ce que les Bender ne savent pas, c'est que ce docteur est en réalité le frère d'un colonel. Et donc, ce colonel est parfaitement au courant que son frère est parti à la recherche de John. Il sait exactement quand il est parti, où il est parti. Et quand le colonel va remonter le sentier à la recherche de son frère, cette fois-ci, quand il va toquer aux portes pour demander aux gens s'ils l'ont vu, les gens s'en rappellent puisque le docteur avait lui-même toqué à toutes les portes. Vous vous en doutez donc, il va remonter la piste, cela va prendre quelques temps, mais il va finir par réaliser que ce sont bien les Bender qui ont fait disparaître son frère. Malheureusement, quand il va s'en rendre compte et qu'il va lancer l'assaut final, si on veut, les Bender auront déjà fui et ils ne seront jamais retrouvés. Dans le film, il y a des similitudes avec ce qui va provoquer la chute de la famille. Si vous vous rappelez bien, je l'ai dit, les deux jeunes couples s'arrêtent d'abord à la station essence du capitaine Spaulding. Sauf que là-bas, il y a un téléphone, forcément, une station essence quand même, bon. Et une des jeunes filles va téléphoner à son père pour lui expliquer qu'ils seront un petit peu en retard à cause de la météo, qu'ils sont à une station essence tenue par un certain capitaine Spaulding, et voilà. C'est arrêté pour faire le plein dans un endroit qui s'appelle Capitaine Spaulding. C'est un peu en dehors de votre ville. Sauf qu'à partir de là, évidemment, elle ne donnera plus de nouvelles. Donc forcément, le lendemain matin, son père va s'inquiéter de ne pas voir venir sa fille, son petit ami et leurs amis, et va forcément prévenir la police en donnant comme dernier endroit la station essence du capitaine Spaulding. Ce qui rappelle du coup le fameux John chez les Bender, donc qui est la première personne disparue qu'on va rechercher. Les policiers vont donc aller interroger le capitaine Spaulding qui dit effectivement se rappeler d'avoir vu les deux couples mais qu'il n'en sait pas plus. Il va pas non plus dire la vérité, il serait un peu con, donc il va se contenter de dire ça et
les policiers vont donc fouiller les maisons un peu alentour du coup de la station essence, puisque il ne doit pas y en avoir beaucoup vu la gueule de l'endroit, et ils y vont exactement comme le docteur y a été, c'est-à-dire en toquant à toutes les portes sans accuser personne. Forcément, ils vont chez les Fireflies, ça paraît logique. Les hommes qui sont à la recherche de la jeune fille sont au nombre de 3. Il y a 2 policiers et un détective. Ils vont se séparer en 2 groupes. D'un côté, l'un des policiers va aller toquer à la porte, pendant que les 2 autres vont faire un tour de la propriété. Alors, avant d'expliquer un petit peu clairement ce qui se passe pour ceux qui sont à l'intérieur, je vais ouvrir une petite parenthèse sur ceux qui sont dehors, parce que je trouve ça très important de parler de ce qu'ils font. Donc ils fouillent, ils se baladent sans être réellement méfiants, et à un moment par exemple, ils tombent sur une énorme pile de chaussures. Mais alors, vraiment, je vais vous mettre l'image, mais c'est quand même une grosse pile de chaussures. La majorité des chaussures ont l'air des chaussures de femmes, et je rappelle qu'il n'y a que 2 femmes dans la maison, c'est-à-dire Baby et sa mère. Et la première réflexion du policier et donc de l'ancien détective en voyant cette pile est de se demander s'ils font une brocante. Sachant qu'il y a énormément de femmes qui ont disparu dans la région depuis un moment, c'est leur première réflexion. Bon, eux par contre, ils vont tomber sur une vraie boucherie. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Et Otis, voyant évidemment que les 2 hommes ont trouvé son œuvre, si on peut appeler ça comme ça, puisqu'il se considère comme un artiste macabre, il va être obligé de les éliminer. Le premier, lui, est donc dans la maison avec la mère et il se met à poser énormément de questions. Et même beaucoup trop, puisque la mère, ne sachant pas vraiment, je pense, quoi faire, sachant qu'il y a évidemment énormément de preuves contre eux dans la maison, elle lui tire une balle dans la tête. Excusez-moi, madame. Weidel, tu m'entends? Weidel, j'écoute. Sauf que comme le docteur, ce policier a lui aussi un frère très haut placé, puisqu'il est le frère du shérif. Ce qui va évidemment poser très vite problème. Pour la fin de la famille, il va falloir attendre en fait du coup le film suivant, c'est-à-dire The Devil's Reject, dont j'ai déjà parlé. Je vais donc vous mettre en description le lien vers la vidéo dans laquelle je parle de ce film, qui est réellement un très très bon film, que vous pouvez voir sans avoir vu La Maison des Mille Morts, puisqu'en plus je viens de vous le spoiler. Voilà, donc allez voir The Devil's Reject ou ma vidéo, ou les deux. Mais je vais juste du coup revenir sur quelques petites choses de l'introduction du film pour compléter, on va dire, cette histoire. Le second film commence en mai 1978, ce qui fait 7 mois après la mort du coup du policier. On ne sait pas exactement comment s'est déroulée l'enquête, mais en tout cas, au tout début du film, on comprend que ça y est, l'enquête est claire, ils ont trouvé les coupables et forcément ça commence directement sur d'abord une page d'infos, puis l'attaque sur l'Orange. Mais contrairement aux Bender, eux, ils n'auront pas le temps d'être partis avant l'arrivée de la police, même s'ils ont eu 7 mois pour le faire, apparemment, et ils seront donc bien présents lors de l'attaque. Et comme je l'ai dit, si vous voulez en savoir plus, il faut aller voir mon autre vidéo ou aller voir directement le film. On peut faire d'autres petits rapprochements, en tout cas au nombre de 2 que j'ai trouvé, qui du coup sont vraiment anodins, mais qui restent quand même proches. C'est-à-dire le nombre de victimes, puisque les Bender auraient fait une centaine de victimes, mais on ne sait pas du tout, puisqu'en réalité, on n'a retrouvé officiellement que 12 corps, puisque le terrain n'a jamais été fouillé. Donc on ne sait pas combien il y a de cadavres à cet endroit, mais en tout cas il y a une zone aux États-Unis du coup où il y a probablement des tonnes de cadavres en dessous. Mais donc on pense une centaine de personnes, et il est dit que les Fireflies auraient tué plus de 75 personnes, ce qui sont des chiffres assez proches. Et l'autre chose, c'est les surnoms, puisque les Bender seront surnommés les Sanglants, et du coup les Fireflies, The Devil's Reject, d'où le titre du deuxième film. C'est pas exactement les mêmes noms, surtout qu'il y en a un, j'ai la traduction française
et l'autre est vaguement traduit en français à un moment par Les Rebuts du Diable, mais le film n'ayant pas officiellement été traduit en français, pour moi c'est The Devil's Reject. Donc bon, ça reste un peu le même, je trouve, un peu champ lexical de surnom en tout cas. Et il faut savoir que les familles de tueurs en série, c'est quelque chose quand même d'assez rare, parce que il faut une confiance extrême entre chacun des membres de la famille, puisque imaginez un seul membre va parler, tout le monde tombe. Et dans les deux cas, on est quand même sur des chiffres de victimes très élevés. Donc on a dans les deux cas, même si il y en a un c'est fictif et l'autre c'est du spéculé, puisque c'est quand même en 1870, mais ça paraît logique en tout cas qu'il y avait un très fort lien dans les deux familles. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime, baby. Qui du coup pour moi les rapproche, et comme je l'ai dit, il n'y a pas énormément de familles comme ça de tueurs, puisque c'est rare que tous décident que c'est ok de buter des tonnes de personnes, donc ça rajoute pour moi en tout cas un lien. Et cette affaire des Bender est peut-être très peu connue en France, mais elle l'est beaucoup plus aux États-Unis. Comme je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, les méthodes pour tuer les victimes sont très différentes d'une famille à l'autre. Chez les Bender, on a quelque chose en fait de très rapide. Une fois que la personne est à l'intérieur de l'auberge, Kate décidait si oui ou non la personne devait mourir, et quand elle a décidé que oui, le père sortait de derrière, assommait l'homme avec un marteau, Kate lui tranchait la gorge, fin. C'était vraiment quelque chose de rapide. Chez les Fireflies, bon déjà ça dépend du membre de la famille qui va s'occuper de la personne, chacun ayant ses petites excentricités personnelles, mais on est évidemment sur de la torture à tout va jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais pour moi cette différence s'explique très bien. Premièrement, il faut savoir que la Maison des Mille Morts est basée effectivement sur de vrais tueurs en série, qui sont Albert Fish et Ed Gein, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo que je vais aussi vous mettre en description. Albert Fish était un cannibale sadomasochiste et Ed Gein était un taxidermiste un peu bizarre, un petit peu nécrophile sur les bords. Et c'est sûr que c'est inspiré d'eux, puisque quand le capitaine Spaulding fait faire un tour au jeune couple dans son train fantôme, il mentionne ces deux tueurs et ils sont en portrait dans son petit musée, donc c'est certain. Sur votre droite, vous pouvez voir l'infâme Albert Fish. Non, un de nos plus célèbres cinglés, le psychopathe de Plainsfield, Monsieur Ed Gein. Mais aussi, il s'agit d'un film d'horreur. Il faut donc montrer des choses horrifiques. Imaginez si on faisait juste un film sur les Bender, les crimes en fait prendraient que quelques secondes. C'est moins impressionnant, c'est moins hollywoodien comme façon de montrer la torture, la mort et la souffrance. Donc certes, il n'est jamais fait mention de la famille Bender dans la Maison des Mille Morts, contrairement du coup, comme je viens de le dire, à Albert Fish et Ed Gein. Mais déjà, la famille Bender est une des premières familles de tueurs. Ed Gein et Albert Fish agissaient seuls. Et comme je l'ai montré, j'ai trouvé quand même plusieurs points communs. Je pense, donc là c'est comme je l'ai dit un avis personnel puisque je n'ai pas de preuves attestées, je n'ai pas de propos de Rob Zombie ou quoi que ce soit pour attester mon idée, mais je pense vraiment que pour créer sa famille de tueurs, Rob Zombie s'est quand même un petit peu inspiré du fonctionnement en tout cas des Bender et du lien qui unissait cette famille. J'ai donc hâte de voir ce que vous avez pensé de ma théorie et je vous retrouve donc dès que possible pour je pense un autre type de film où encore une fois on va comparer une histoire vraie et un film, mais ce sera pas la prochaine vidéo je pense que je vais faire, je vais voir ce que je fais entre temps et comme je l'ai dit je suis sur Twitch les lundis et jeudis donc n'hésitez pas à me passer me voir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt et j'attends comme je vous l'ai dit vos avis en commentaire. Bisous!